On rappelle les livres principaux de Jacques Beau, parce que l'écouter, l'entendre, c'est bien. Approfondir avec l'opération Z, Guerre et paix, les guerres secrètes en Ukraine, Poutine, maître du jeu, gouverné par les fake news. Ça, ça reste et ça risque de rester longtemps d'actualité. L'art de la guerre russe, le tout aux éditions Max Milo. Voilà certains des livres du colonel Jacques Beau, qui en a d'autres, je suppose, en préparation. Colonel, peut-être commencer par l'actualité immédiate. Les Polonais annoncent donc des attaques de drones russes à la frontière. Est-ce une agression, comme c'est prétendu par les Polonais et le gouvernement polonais? Est-ce eh bien des drones qui étaient en cours d'attaque contre les forces ukrainiennes à l'ouest de l'Ukraine? Est-ce clairement un fake news et une volonté de provoquer pour générer l'escalade? C'est ce que disent sur leur réseau les Russes ce matin. La tension a encore cru, a encore monté d'un cran à l'est de l'Europe. Oui, alors évidemment, il faudrait avoir tous les détails de ces informations pour pouvoir en juger intelligemment, si vous voulez. En l'état, ce qu'on peut dire, c'est que les missiles et les drones russes, en général, ont toujours atteint leur objectif. Ils sont relativement précis et le fait qu'ils débordent sur la Pologne serait assez surprenant. Enfin, c'est pas impossible techniquement. Plus probable est l'intoxication par les Ukrainiens, puisqu'ils ont déjà fait ça. D'ailleurs, on se rappelle qu'il y avait eu un missile qui avait atterri, c'était déjà en 2022 ou début 2023, je ne me rappelle plus, qui avait fait d'ailleurs 2 morts en Pologne, mais qui était un missile ukrainien, mais que les Ukrainiens avaient déclaré évidemment être russe, et tous nos médias avaient attribué ça à la Russie, bien évidemment. Mais c'était en fait un missile ukrainien. Donc, qu'on se retrouve dans une situation semblable aujourd'hui ne serait pas très étonnant, d'autant plus que l'Ukraine aujourd'hui est un peu aux abois. On voit bien qu'ils perdent disons sur le terrain, il y a évidemment un recul qui est évident. Mais aussi politiquement, intérieurement, Zelensky perd du crédit chaque jour. On voit les différentes attaques qu'il y a contre lui. On a vu récemment l'attaque verbale, enfin, dans les médias, qui a été faite par son ancien ministre des Affaires étrangères, Monsieur Kouleba, qui a dit qu'il avait dû fuir clandestinement d'ailleurs le pays pour éviter les interdictions de déplacement qui étaient donc font l'objet des anciens diplomates ukrainiens. Et vraiment, il a fait une attaque personnelle contre Zelensky. On a toutes ces rumeurs qui tournent entre Zaloujny et Zelensky, parce qu'apparemment, on essaye d'attribuer à Zaloujny un certain nombre de crimes ou de malversations. Parce qu'évidemment, Zaloujny est considéré par certains, à tort ou à raison d'ailleurs, comme un possible successeur de Zelensky. Les Américains sont de plus en plus fatigués de Zelensky, qui manifestement fait comment dire, il ne joue pas le jeu que les Américains voudraient qu'il joue en réalité. On est un peu toujours dans les mêmes situations qui s'adressent une fois aux Russes, une fois aux Ukrainiens. Les Américains, Donald Trump voudrait s'extirper de ce qui devient pour les Américains un bourbier. Zelensky fait le jeu des Européens qui, eux, voudraient maintenir les Américains. Par conséquent, les Américains souhaiteraient, et on le voit de plus en plus dans les médias américains même, que le remplacement de Zelensky serait souhaitable. Donc, et je ne parle même pas de l'opposition
intérieur qui croît, qui se manifeste par pas seulement des manifestations, mais également des attentats, dont on parle très peu en Occident, mais dont je parle dans mon livre Guerre secrète en Ukraine, puisque c'est un mouvement qui a débuté déjà maintenant depuis en tout cas plus d'une année. On a un mouvement de résistance au gouvernement de Kiev qui s'est bien établi en Ukraine. Donc tout ça commence à prendre de l'ampleur, évidemment s'adossant à l'affaiblissement de comment dire, de la popularité de Zelensky et de son gouvernement. Cet affaiblissement est largement d'ailleurs alimenté par le recrutement forcé et toujours plus forcé et toujours plus violent des militaires, puisque les Ukrainiens ne veulent plus aller se battre sur le front. Et donc, on a une situation qui est très faible. Et à l'extérieur, en Europe, eh bien, on a vu les relations toujours plus tendues entre l'Ukraine et ses voisins. Évidemment, la Slovaquie de Fico qui se plaint d'avoir les attaques ukrainiennes contre le pipeline Druzhba qui amène le gaz pour les Polonais, pour les Slovaques. Les Slovaques et les Hongrois. Et les Hongrois également. Les Hongrois ont manifesté à plusieurs reprises leur hostilité à l'Ukraine, pas seulement d'ailleurs pour des raisons, ça c'est intéressant parce que dans l'Union européenne, tout le monde tend à ignorer ça et on passe au silence. Le vrai antagonisme entre la Hongrie et l'Ukraine ne vient pas simplement de l'énergie, mais également du traitement offert ou donné ou imposé aux minorités hongroises en Ukraine, et ce depuis 2014 d'ailleurs. Et donc, on a des contentieux qui se développent, qui prennent aujourd'hui beaucoup plus d'importance. Et puis, vous avez des pays comme la Pologne même, qui sont des pays qui s'aperçoivent bien que la partie est, comment dire, perdue en Ukraine et qui refusent aujourd'hui, on l'a vu très récemment dans les discussions qu'il y a eu sur les garanties de sécurité, la Pologne qui refuse de mettre des hommes à disposition pour un déploiement en Ukraine. Donc l'Ukraine est de plus en plus isolée, elle est évidemment soutenue par les Occidentaux et notamment par les pays qui vont le plus mal dans l'Union européenne ou en Europe, disons, puisque la Grande-Bretagne ne fait pas partie de l'Union européenne, mais c'est la France et l'Allemagne qui autrefois étaient les moteurs d'Europe, aujourd'hui qui sont un petit peu à la traîne, pour rester poli. Donc, on a aujourd'hui ces pays européens qui ont un discours extrêmement belliciste, qui soutient l'Ukraine. Donc, on voit que l'Ukraine a son cercle d'amis se restreint de plus en plus, tant extérieurement qu'intérieurement. Les Américains, on l'a vu, refusent de financer plus l'Ukraine. Maintenant, ils leur vendent des armes, donc ils les donnent plus, ils les vendent. Donc, on voit que tant sur le plan qualitatif que quantitatif, l'Ukraine est aujourd'hui de plus en plus isolée, alors qu'à l'inverse, on voit, et on l'a vu dans cette démonstration de l'Organisation de coopération de Shanghai à Tianjin la semaine passée, que la Russie est de plus en plus intégrée dans ce nouveau pan du monde qui se développe à grande vitesse, sous l'impulsion en grande partie d'ailleurs de la Chine. C'est tout ce mouvement du reste du monde qui se développe et dans laquelle la Russie est toujours plus fortement intégrée. On l'a vu avec Power Siberia 2, etc. Donc, on a tous les ingrédients pour que l'Ukraine aujourd'hui essaye de créer l'escalade, essaye de créer des situations qui soient propices à un engagement plus marqué des Occidentaux, qui change la perception des Occidentaux pour les pousser dans un engagement dans lequel l'Ukraine espère avoir finalement
au point de limiter les dégâts, si vous voulez. Bah oui, c'est le bon sens. C'est le bon sens, surtout que la situation militaire sur le terrain, l'étendue du front, la difficulté en termes d'hommes comme de munitions, semble-t-il, des Ukrainiens rendent très difficile la défense de leur territoire actuellement sur le front Est. Bon, en fait, là, il n'y a rien de nouveau. En réalité, on est dans une situation, je vous rappelle qu'en mai 2022, Zelensky avait dit qu'à partir de ce moment-là, c'était fin mai 2022, si ma mémoire est bonne, il avait dit à partir de maintenant, nous dépendons exclusivement des Occidentaux pour notre défense. Donc ça veut dire que depuis 2022, la démilitarisation annoncée par Vladimir Poutine le 24 février 2022, cette démilitarisation est en fait réalisée. La démilitarisation de l'Ukraine a été exécutée et achevée. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les Occidentaux, les Américains évidemment, mais moins depuis que Trump est arrivé au pouvoir, mais les Européens et les Occidentaux, en fait, alimentent, on est dans une espèce de cet acharnement thérapeutique qu'on a autour de l'Ukraine. Et c'est ça qui fait survivre l'Ukraine. Mais en réalité, elle n'a plus les moyens de faire la guerre. Et c'est pour ça que cet affaiblissement ou le départ des Américains, on pourrait dire ça comme ça, et l'incapacité des Européens à reprendre le relais. C'est d'ailleurs tout le jeu aujourd'hui des Européens d'essayer de maintenir les États-Unis en Europe, parce que les Américains ont compris que la situation était pourrie et qu'on ne peut plus rien gagner dans cette affaire. On ne peut que perdre. Et c'est ce que les Européens, alors évidemment, on a des dirigeants européens qui sont à la fois engoncés dans leur idéologie, mais aussi dans le fait qu'ils ont peu de succès dans leur propre pays et que le soutien à l'Ukraine reste un petit peu une manière de distraire l'opinion publique de leurs échecs à domicile. Ouais, c'est en effet ça. Alors, les réunions se succèdent en Europe, des volontaires pour engager des forces en Ukraine une fois le cessez-le-feu réalisé. Les Russes, eux, disent qu'il n'est pas question d'avoir des Européens et surtout des membres de l'OTAN sur notre territoire. On a l'impression que les initiatives des Européens auront pour conséquence de prolonger indéfiniment le conflit. Oui, alors évidemment, on est dans une situation un peu particulière parce qu'on est un peu... Évidemment, il y a une guerre sur le terrain, mais il y a aussi une guerre des mots quelque part. D'abord, la question de cesser le feu qu'on voit en Europe comme un synonyme de paix. Oui, bien sûr. Et ça, on l'a en réalité depuis février de cette année, après que Trump, juste avant son entrée dans le bureau ovale, a réussi à négocier un cessez-le-feu en Palestine. Avec la nuance que le cessez-le-feu qui avait été négocié en Palestine s'intégrait dans un processus en 3 phases qui devait conduire à la paix. Et c'est ce cessez-le-feu-là dont Trump a voulu répéter l'expérience, si vous voulez, en Ukraine, qu'on ne cesse de répéter, et que pour les Occidentaux, le mot cessez-le-feu est devenu synonyme de paix. Mais en réalité, c'est un problème très distinct. Trump a réussi à faire accepter, probablement pour des raisons d'ailleurs de prestige, un peu comme avait fait Ronald Reagan en 1980 lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Il avait réussi à négocier
la libération des otages à Téhéran en catimini, de façon à ce qu'il avait fait en sorte que les Iraniens libèrent les otages de l'ambassade de Téhéran le jour où il entrait au pouvoir, il entrait en fonction. Et ça au nez et à la barbe, évidemment, de l'équipe Carter qui n'avait pas réussi à négocier quoi que ce soit. Mais Reagan avait promis des armes à l'Iran en échange de ça, donc évidemment, ce que Carter n'avait pas voulu faire. Donc, on a en fait, Donald Trump a réédité un petit peu cet exploit en négociant ou en faisant en sorte que Netanyahou signe. Mais il n'a pas négocié l'accord. L'accord a été négocié par d'autres avant. Et ce que réussit faire Trump, c'est simplement à faire accepter à Netanyahou de l'appliquer. Ce qui veut dire que dans la tête de Donald Trump, cessez-le-feu était probablement aussi quelque part synonyme d'un processus de paix. Et c'est la raison pour laquelle il a essayé de faire la même chose avec l'Ukraine en pensant qu'on avait une situation similaire. Oui, similaire dans le sens où eh bien, le cessez-le-feu permettrait d'apaiser les choses et que ça. Voilà. Mais là, on est avec évidemment une situation qui est très différente puisqu'il y a déjà eu des accords entre Ukrainiens et Russes et que ces accords ont été systématiquement bafoués par les Occidentaux et l'Ukraine. Et que par conséquent, chat est chaud et craint l'eau froide, et les Russes aujourd'hui ne veulent plus faire simplement un accord avec des promesses vides, ils veulent quelque chose qui soit associé à des résultats concrets. Et c'est ce qu'a exprimé d'ailleurs Vladimir Poutine le 14 juin 2024, où il a expliqué que l'idée d'un cessez-le-feu, elle n'est pas étrangère à la Russie, simplement, ce cessez-le-feu doit s'intégrer dans quelque chose. Et ce quelque chose, contrairement, on a vu l'expérience d'ailleurs qu'il y a eu en Palestine, où Netanyahou a promis monts et merveilles, il a dit qu'il signerait tout, et puis voilà, et il y a eu le cessez-le-feu, mais ce cessez-le-feu a été rompu par les Israéliens un peu de temps plus tard, et les phases ultérieures du processus qui avait été prévu n'ont jamais été faites. Donc, Poutine a très bien compris que Zelensky travaille sur la même longueur d'onde que Netanyahou, c'est la même culture, et que par conséquent, si on veut avoir un cessez-le-feu, il faut d'abord qu'il y ait des résultats tangibles qui soient exprimés ou donnés par les Ukrainiens. Et c'est la raison pour laquelle il avait dit le 14 juin 2024 que, en préalable à un cessez-le-feu puis un processus de paix, il devait y avoir deux conditions qui devaient être remplies, pas trois ou quatre, deux, c'est le retrait de l'Ukraine des 4 régions de Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk, et puis par ailleurs le retrait de la demande d'adhésion à l'OTAN. Voilà. C'était les deux conditions qui avaient été émises de façon à ce qu'on ait un premier résultat et ensuite, eh bien, on s'engage dans le processus de paix. Les Européens, eux, ont repris un petit peu la nomenclature de Trump et quand vous entendez d'ailleurs Emmanuel Macron dire Poutine ne veut pas de cessez-le-feu, donc il ne veut pas la paix, c'est en fait un sophisme pour tromper l'auditoire et l'opinion européenne parce que les Européens n'ont jamais associé le cessez-le-feu ou un possible cessez-le-feu à un processus de paix. D'ailleurs, ils ont toujours dit que ce cessez-le-feu devait être inconditionnel. Par conséquent, il n'était pas lié à une condition supplémentaire qui serait, par exemple, une négociation de paix. Donc c'est un cessez-le-feu comme ça, gratuit en quelque sorte. Et ça, c'est évidemment l'opposition qu'on a avec les Russes. Alors maintenant, en Alaska, le but de la réunion en Alaska n'était pas de négocier quoi que ce soit entre Donald Trump et Vladimir Poutine. D'ailleurs, ils n'ont rien négocié du tout. Il n'y a eu aucune négociation
en Alaska. En revanche, ce que voulait Donald Trump, c'est avoir ou comprendre la position russe en matière précisément de cessez-le-feu et des exigences de la Russie pour qu'on puisse s'engager dans un processus. Et ça, je pense que Vladimir Poutine a réussi à convaincre Donald Trump de ses arguments ou des arguments russes pour un processus. Et on l'a très bien vu lors de 2 jours plus tard, lors de la réunion de Washington, qui devait être une réunion entre Donald Trump et Zelensky, auquel se sont invités un certain nombre de dirigeants européens, mais qui n'avaient pas été invités au préalable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont été reçus par la chef du protocole de la Maison-Blanche et non pas par Donald Trump lui-même, parce qu'il n'était pas invité. Zelensky a été accueilli par Donald Trump, mais pas les autres. Les autres ont été accueillis par la chef du protocole. Donc, Donald Trump a clairement, lors de cette réunion, et on l'a vu lorsqu'ils ont fait ce tour de table où chacun a raconté son petit laïus et puis a répété qu'il fallait un cessez-le-feu, etc. Et Donald Trump, notamment quand Friedrich Merz a parlé de cessez-le-feu, Donald Trump lui a dit « je vous arrête, il n'y aura pas de cessez-le-feu ». Parce que Donald Trump a très bien compris la position russe et ce que Donald Trump a probablement compris également en Alaska, c'est que on peut pas négocier un processus de paix sans parler à la partie adverse. Ça peut pas être simplement une négociation interne. Parce que ce qui est intéressant, c'est que ça devait être le 7 août par là autour, le 4 ou le 7, maintenant j'ai plus en tête. Il y avait une réunion de ces volontaires ou des velléitaires, comme dirait Xavier Moreau, cette réunion des velléitaires à Londres, à l'issue de laquelle il y avait eu un communiqué qui avait été établi par les différents membres de la commission. On le retrouve d'ailleurs sur le site du Premier ministre britannique, et qui dit que les Européens saluent et encouragent une diplomatie active. Or, en réalité, on n'a strictement rien vu. Il n'y a eu aucune diplomatie active. Pour être plus précis, cette diplomatie s'est exercée qu'à l'intérieur du camp européen, si vous voulez. Et on a vu que depuis le mois d'août, depuis donc la réunion de Londres s'est déroulée juste un peu avant la réunion d'Alaska entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Et depuis ce moment-là, si vous voulez, les Européens sont réunis à Paris, un peu partout, à Bruxelles et ailleurs, mais c'est toujours une discussion interne. Et leur discussion, c'est plutôt de savoir combien ils vont mettre de troupes, qui fait quoi, mais ils n'ont jamais essayé d'approcher la diplomatie russe pour voir comment leur initiative peut être en phase avec ce qu'attendent les Russes, si vous voulez. Par conséquent, on est dans une situation particulière où on parle de paix, on parle de cesser le feu, on parle d'envoyer des troupes, de garantie de sécurité, mais dans une espèce de confusion verbale qui est assez forte. Comme j'ai dit, il y a la confusion entre paix et cesser le feu, qui sont deux choses totalement différentes, mais il y a aussi une confusion dans ce qu'on appelle garantie de sécurité, maintien de la paix, et alors force de réassurance, etc. Parce qu'en réalité, les Occidentaux continuent à partir de l'idée qu'on doit imposer à la Russie un cessez-le-feu. Voilà, c'est ça l'idée. Alors déjà, on ne va pas revenir là-dessus, mais ça paraît difficile d'imposer à la Russie quoi que ce soit, dans la mesure où c'est la Russie qui domine le champ de bataille et qui continue à avancer. Donc on n'a pas de levier, et c'est d'ailleurs ce que Donald Trump a constaté lui-même, il n'a pas de levier sur la Russie. Et on voit bien que les sanctions, tout ça, n'ont aucune prise sur la Russie. Par conséquent, à partir du moment où on n'a pas moyen
d'infléchir la position russe par la force, par la pression, qu'elle soit militaire ou économique, eh bien, on devrait engager un dialogue avec la Russie. Or, ce n'est pas du tout ce qui se fait. Résultat des courses, on est dans des garanties de sécurité qui sont en fait une forme de... Alors, on est à cheval entre le maintien de la paix et l'imposition de la paix, techniquement. C'est-à-dire l'idée d'avoir des troupes qui soient déployées sur le terrain pour renforcer l'armée ukrainienne, mais pas vraiment pour la renforcer numériquement, pour la renforcer, je dirais, plus politiquement, parce que l'idée des Européens, on a vu il y a récemment une carte qui a été fuitée, entre guillemets, qui montre un peu le déploiement possible des Européens en Ukraine, et on aurait une force qui totaliserait environ 50 000 hommes. Alors bon, je ne suis pas persuadé que les Européens arrivent à déplacer ou déployer une telle force, néanmoins c'est l'idée. Mais cette force-là, elle n'aura qu'une capacité marginale contre la Russie. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir une force qui est une sorte de ce qu'on appelle en anglais un tripwire. C'est un fil de trébuchement, techniquement traduit directement. C'est-à-dire, l'idée, c'est que cette force constitue une force de déclenchement si elle est attaquée pour amener le reste de l'OTAN. C'est ça l'idée. Et ça exige, enfin, peut-être pas l'OTAN en tant qu'OTAN, mais les membres de l'OTAN. Ça, c'est aussi important de le préciser parce que l'OTAN, je vous le rappelle, est une organisation à vocation nucléaire. C'est la finalité de l'OTAN, c'est de pouvoir mettre tous les pays européens sous le parapluie nucléaire américain. Alors, les Américains ont déjà dit que ça ne pouvait pas se faire dans le cadre de l'OTAN, et ça se fera dans des cadres bilatéraux, multilatéraux, extérieurs à l'OTAN, vraisemblablement. Mais ce seront toujours des pays de l'OTAN. Toujours est-il que cette force de déclenchement qui serait déployée en Ukraine nécessite excusez-moi d'utiliser de nouveau un terme anglais, mais le backstopping, c'est-à-dire le filet de sécurité des Américains. Parce que l'idée, c'est que si ces forces européennes soient attaquées par la Russie, eh bien, sont les Américains qui interviennent. Or là, les Américains ont clairement dit qu'il était exclu qu'ils mettent un pied, en tout cas des troupes combattantes, en Ukraine, tout simplement parce que les forces américaines ne veulent pas être engagées directement contre les forces russes, parce que c'est évidemment la porte ouverte à une possible escalade militaire, et on se retrouve dans le même scénario que si l'OTAN était engagée, si vous voulez. Puisque, comme je vous l'ai dit, le point final enfin pas le point final, mais la finalité de l'OTAN, c'est la guerre nucléaire. Et si les États-Unis sont impliqués directement contre la Russie, on se trouve tout d'un coup avec un conflit entre deux puissances nucléaires et on se trouve dans ce risque d'escalade que les Américains ne veulent pas risquer. Par conséquent, les Européens continuent à échafauder des plans dont on ne sait pas très bien à quoi ils riment, parce que, en admettant que les forces qu'ils veulent déployer soient des forces de maintien de la paix, cette force de maintien de la paix, elle tire sa crédibilité, en général, pas une force de maintien de la paix, pas celle-ci en particulier, mais une force de maintien de la paix tire sa crédibilité du fait qu'elle a été mandatée par les Nations Unies. Et c'est ça qui donne la légitimité d'une part, mais aussi la crédibilité des forces de maintien de la paix. Quand elles fonctionnent et quand les pays qui sont présents exécutent leur mandat correctement, ce qui est un autre débat, mais qu'on ne va pas aborder ici. En admettant que ça fonctionne, c'est le principe, si vous voulez, d'avoir cette caution du Conseil de sécurité et donc les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Or, en Ukraine, si on avait une force de maintien de la paix,
il y a peu de chances pour qu'elle soit entérinée par le Conseil de sécurité, puisque, évidemment, les Russes font partie du Conseil de sécurité. Par conséquent, c'est autre chose dont qu'on a ici. Et ça ne peut être donc qu'une force qui a une légitimité unilatérale, si vous voulez. Et donc, qui n'a pas de légitimité. Et quand on a une force qui est unilatérale et qui n'a pas été acceptée par les Nations Unies, eh bien, on a le risque d'avoir une mission comment dire, de ce qu'on appelle d'imposition de la paix, qui est en réalité une manière déguisée de faire la guerre. Alors, le langage onusien parle d'imposition de la paix, mais de nouveau, l'imposition de la paix au nom du Conseil de sécurité peut passer pour une vraie imposition de la paix, lorsque cette imposition de la paix n'est pas cautionnée par le Conseil de sécurité, ça signifie qu'on est en guerre, n'est-ce pas? Donc, il faut être très prudent avec ça. Évidemment. Donc, les Européens ici jouent un peu sur les mots, on ne sait pas très bien de nouveau quel est le concept qu'ils veulent avoir, mais ils veulent avoir des troupes en Ukraine. Pour les Russes, il est de toute façon exclu d'avoir des troupes étrangères en Europe. Et tout tourne autour de cette notion de garantie de sécurité. Alors, je ne sais pas si je l'avais déjà expliqué sur votre chaîne, mais les garanties de sécurité, ça n'est pas nécessairement avoir des troupes en Ukraine. Non, vous ne l'avez pas dit. Non, vous n'en avez pas parlé. Alors, vous pouvez développer. C'est l'occasion de le faire. Oui. Les garanties de sécurité, c'est simplement un certain nombre de pays qui se mettent d'accord pour garantir la sécurité et l'intégrité du territoire de l'Ukraine. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont des troupes sur place. Ça veut simplement dire qu'ils sont prêts à intervenir, dans un premier temps diplomatiquement, puis peut-être éventuellement plus tard par des déploiements de force, pour préserver la sécurité et l'intégrité territoriale d'un pays, en l'occurrence ce serait l'Ukraine. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que dans la proposition qui avait été faite par l'Ukraine, puisque je vous rappelle qu'en 2022, il y a eu 3 tentatives de négociation entre l'Ukraine et la Russie, et les 3 tentatives ont été initiées par la partie ukrainienne. D'abord parce qu'ils voyaient qu'ils étaient en train de perdre la guerre, donc c'est la raison pour laquelle... Bref, toujours est-il que dans la proposition qui avait été faite en mars 2022 à la partie russe par les Ukrainiens, il y avait la proposition de garantie de sécurité qui n'était pas un déploiement de troupes, puisque le document précisait explicitement qu'il n'y aurait pas de troupes étrangères déployées sur le territoire ukrainien, mais qu'en revanche, il y avait un certain nombre de pays qui se porteraient garants de la sécurité de l'Ukraine. Et dans ce document, l'Ukraine avait énuméré les 5 membres du Conseil de sécurité, la France, la Grande-Bretagne, la Russie, la Chine et le 5e, et les États-Unis, bien sûr. Voilà, ça y est. Donc les 5 membres du Conseil de sécurité qui devaient garantir la sécurité de l'Ukraine, plus un certain nombre d'autres pays. Et en tout, il y avait entre 10, je crois qu'il y avait 11 pays qui faisaient partie de ceux qui avaient été évoqués par l'Ukraine. Donc, on avait un consortium de pays qui se portaient garant, tout simplement, mais qui n'avaient pas de troupes en Ukraine. Et ce principe, c'est un vieux principe d'ailleurs, puisque il est historiquement d'ailleurs, on peut en retrouver les traces de la proposition ukrainienne dans la situation de la Suisse en 1815. Lorsque la Suisse a voulu être neutre lors du congrès de Vienne en 1815, la Suisse voulait rester indépendante après l'effondrement de l'Empire français. Et cette indépendance, afin de la rendre intéressante pour les grandes puissances qui entouraient la Suisse, eh bien, les Suisses ont proposé que ce territoire qui deviendrait neutre soit garanti par les puissances qui l'entourent. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu les 4 grandes puissances du moment, c'est-à-dire l'Empire britannique, la Prusse, l'Autriche et la Russie, qui ont garanti la neutralité de la Suisse. Et c'est l'historique de cette neutralité qu'on a encore aujourd'hui et qui donne la robustesse
de la neutralité suisse par rapport à d'autres neutralités, comme la neutralité suédoise, par exemple. Voilà. Et en 1955, lorsque il s'est agi de rendre l'Autriche souveraine, puisque je vous rappelle, l'Autriche a été occupée comme l'Allemagne d'ailleurs, il y avait les 4 forces d'occupation en Autriche, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis d'un côté et la Russie de l'autre. Et en 1955, il s'agit de rendre l'Autriche indépendante et l'idée c'était de lui conférer ou lui imposer, on pourrait dire, un régime de neutralité. Et là, le même principe, et c'est intéressant parce que j'ai un document de la CIA qui confirme que la CIA a conseillé de reprendre la même formule qui avait été utilisée pour la Suisse en 1815 pour l'Autriche. Mais cette fois-ci, avec les grandes puissances du moment en 1955, qui étaient évidemment les 4 vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Et c'était finalement les 4 puissances occupantes en Allemagne, et on a pris ces 4 puissances pour garantir la neutralité de l'Autriche. Et donc l'Autriche a cette neutralité garantie par ces 4 puissances. En 1994, lorsque l'Ukraine a voulu négocier la restitution des armes nucléaires qu'elle avait sur son territoire à la Russie, armes dont elle avait pas la propriété, mais simplement la possession parce qu'elles étaient déployées sur son territoire. Néanmoins, l'Ukraine a voulu négocier ça avec des garanties de sécurité. Et elle a repris le modèle de l'Autriche. Mmh. Et elle a proposé à ce moment-là d'avoir la garantie de sécurité donnée à l'Ukraine par les 5 membres, cette fois-ci, du Conseil de sécurité. On ne parlait plus évidemment des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, mais des 5 membres du Conseil de sécurité. La proposition ukrainienne a été balayée par les Américains, parce qu'ils ne voulaient pas être impliqués là-dedans, mais enfin, ils ne voulaient pas être impliqués de cette manière-là. Bon, mais c'est l'idée des Ukrainiens. Et les Ukrainiens ont repris exactement la même idée en 2022, lorsqu'il s'est agi de proposer des garanties de sécurité. Et les Russes étaient favorables à cette idée de garantie de sécurité, qui est des garanties de sécurité qui sont multilatérales et qui ont l'avantage de prendre des pays garants, j'allais dire des 2 côtés de la ligne de combat, si je peux dire ça comme ça. Et c'est effectivement la meilleure manière de garantir à la fois la sécurité de l'Ukraine et de la Russie. N'est-ce pas? Puisqu'on a tous les membres du Conseil de sécurité qui sont là-dedans. Et ça, c'est la solution, d'ailleurs, que les Russes ont acceptée en 2022. Je rappelle que ce sont les Européens, Britanniques en tête, mais France et Allemagne juste derrière, d'ailleurs aussi, il ne faut pas oublier ces 2-là, qui ont finalement forcé Zelensky à retirer son projet. Toujours est-il que les Ukrainiens étaient favorables à cette solution, de même que les Russes. Et aujourd'hui, les Russes souhaiteraient revenir, et d'ailleurs ils ont toujours dit qu'ils considéraient les négociations qu'on pourrait appeler Istanbul 2, si vous voulez, qui se déroulent ou qui ont commencé à se dérouler en juin de cette année à Istanbul, ils considéraient ces négociations comme étant la continuation des négociations qui avaient eu lieu, toujours à Istanbul, mais en mars-avril 2022. Mmh. Et la raison pour laquelle ils voient ça comme une continuation, c'est qu'ils voyaient ce principe de garantie de sécurité comme étant une solution viable pour garantir la sécurité de l'Ukraine, telle que l'Ukraine elle-même l'avait proposée donc en 2022. Donc on n'est pas sur quelque chose qui est totalement exotique, puisque ça vient d'une proposition ukrainienne et qui satisfaisait tout le monde. Donc voilà, donc on a, si vous voulez, aujourd'hui, on a d'un côté les velléitaires européens qui veulent une sorte de force d'imposition de la paix camouflée sous l'idée de garantie de sécurité qui est unilatérale, puisqu'elle comprend que le côté occidental, alors que dans la perspective russe, les garanties de sécurité sont
quelque chose qui est plus large que simplement une présence militaire en Ukraine. C'est beaucoup plus large. Ça comprend aussi un volet politique et diplomatique, de façon à prévenir les crises, pas seulement à répondre militairement à une crise, mais aussi à les prévenir, et ceci dans un cadre multilatéral. Et on trouve là-dedans le principe qu'on a et que les Russes ont toujours défendu, même d'ailleurs, même les Soviétiques, à vrai dire, on pourrait le dire, le principe de la sécurité par la coopération au lieu du principe très occidental de sécurité par la confrontation. Voilà. Et on a ces deux concepts qui s'affrontent ici et qui me semblent, du côté russe, être plus intelligents que le principe de l'Europe. Donc voilà en gros ce qui se joue actuellement en Ukraine avec ces garanties de sécurité que les Européens refusent de comprendre à leur juste dimension, si je peux dire ça comme ça. Et donc, on est un peu, tant que les Européens ne comprendront pas ça, eh bien, on sera dans une impasse. Peut-être changer maintenant de sujet, de région du monde avec le Proche-Orient et aussi une actualité brûlante, des attaques cette nuit israéliennes à Doha contre des autorités du Hamas, négociatrices pourtant, et avec un certain nombre de blessés. Trump qui rudoie son allié Netanyahou comme jamais en disant qu'il était très en colère et qu'il est très mécontent et qu'il n'était pas au courant de ce qu'il se passait. Les Israéliens essaient plus ou moins de faire passer ça comme un acte de rétorsion à l'attentat qui s'est déroulé la veille contre des populations israéliennes. Et puis toujours évidemment l'offensive israélienne contre Gaza. Quelle est votre analyse de la situation, en tout cas par rapport au Hamas et à ces bombardements qui viennent d'avoir lieu au Qatar? C'est surprenant que les Israéliens aillent si loin dans le conflit. Non, ça n'est pas du tout surprenant. Les Israéliens ont systématiquement essayé d'éliminer tous les gens qui participaient à des processus de négociation. Ça a été systématique. Si vous lisez mon livre Opération Déluge d'Al-Aqsa, j'ai toute une liste des gens qui ont été éliminés durant un processus de négociation. Donc, les Israéliens sont des gens avec qui on ne peut pas négocier. On a vu que les Arabes ont toujours été ouverts au dialogue, toujours, alors que les Israéliens, eux, ont toujours refusé ou ont toujours essayé de, si vous voulez, ils sont peu forcés par les Américains de négocier, mais en même temps, ils éliminent les négociateurs. Voilà. Et on l'a vu d'ailleurs depuis le début du conflit, enfin pas le début du conflit, puisque le conflit date de 1947. Là, on a eu systématiquement des gens, un des plus connus, ça a été l'élimination par les Israéliens du comte Bernadotte, et qui avait été envoyé par les Nations Unies, d'ailleurs, c'était l'envoyé spécial du Conseil de sécurité en 1948, en septembre 1948, pour négocier justement le conflit que les Israéliens avaient déclenché, ils avaient déclenché indirectement, c'est-à-dire qu'en prenant des territoires qu'ils n'étaient pas habilités à prendre, et ça avait déclenché la réaction des pays arabes. Et pour calmer la situation, le Conseil de sécurité avait envoyé son envoyé spécial, qui était un Suédois, et qui a été éliminé, mais vraiment éliminé, assassiné par les Israéliens. Et depuis, on a une suite d'élimination de tous les négociateurs, qu'ils aient été étrangers ou arabes, dans ce conflit. Donc on n'est pas là, il n'y a pas vraiment de surprise. Il n'y a pas non plus de surprise à voir Israël s'attaquer à des pays étrangers. On l'avait vu en Iran. Je rappelle que
Monsieur Haniyeh, qui était aussi négociateur, qui est le chef des négociateurs du Hamas à l'époque, a été éliminé en Iran l'année passée lorsqu'il s'est agi à l'occasion d'ailleurs des funérailles de la nomination du nouveau président iranien. Toujours est-il que donc les Israéliens n'ont jamais, ils considèrent un peu le Moyen-Orient comme leur précaré. Donc pour eux, les frontières n'ont pas beaucoup de. D'ailleurs, Israël est un pays qui n'a pas de frontières reconnues. C'est une chose qu'il faut souligner aussi. Bref, on va pas discuter. Mais donc c'est pas surprenant qu'il s'attaque à Doha. Mais ce qui est évidemment choquant dans cette affaire, c'est que d'abord, on essaye d'éliminer, parce qu'ils n'ont pas réussi, mais on essaye d'éliminer des négociateurs, donc on essaye de saboter ouvertement un processus de négociation. Alors ça, c'est évidemment pas surprenant de la part des Israéliens, mais c'est choquant, ou ça devrait choquer normalement les chancelleries occidentales. On verra qu'ils ne le font pas, seul Trump a réagi. Et puis, ils attaquent un pays allié. Parce que je vous rappelle que, et souvent on entend sur les médias que le Qatar a financé le Hamas, et donc que voilà, c'est des alliés, etc., etc. La réalité est plus complexe. En réalité, ce sont les Israéliens qui ont suggéré au Qatar de financer le Hamas. L'idée étant, depuis 1987, Israël a en fait finalement encouragé l'émergence du Hamas afin de créer une force, un contre-feu, on pourrait dire, au Fatah, qui était la principale puissance politique palestinienne. Et c'est pour cette raison que les Israéliens ont financé. On a, si vous lisez mon livre de nouveau Déluge d'Al-Aqsa, je décris les mécanismes de financement qui ont été mis en place par Israël dès les années 80 et qui ont été complétés plus tard par le Qatar. Donc, Jacques Beau, juste une toute très courte interruption. Je vais quitter l'écran parce que je vais chercher un dossier, justement un livre. Je reviens tout de suite. Continuez à développer. Je reviens tout de suite. Ne vous inquiétez pas, je ne disparais pas longtemps. Et je vous écoute. D'accord, très bien. Donc, on est dans une situation où on a joué avec le feu en quelque sorte, et on pourrait dire, d'ailleurs c'est assez amusant parce que quand on parle du Hamas comme mouvement terroriste, eh bien on devrait en même temps considérer qu'Israël est un pays qui finance le terrorisme. Du coup. Par conséquent, si on considère le Hamas comme mouvement terroriste, on devrait aussi couper tout contact diplomatique avec Israël, qui est un pays qui finance le terrorisme. Donc on est un petit peu ici dans un exemple de ces contradictions qui ont été générées par la politique israélienne et qui rend évidemment, enfin qui souligne, on devrait dire, la duplicité du gouvernement israélien dans tout le conflit palestinien. Mais évidemment, on est avec aujourd'hui une situation où Israël s'attaque à un allié des États-Unis. Donc on voit que Israël est un pays c'est un pays sans foi ni loi, à vrai dire, et c'est là qu'est un peu le problème, parce que on n'arrivera pas à résoudre le problème de manière rationnelle avec un acteur qui joue de l'irrationalité pour alimenter le conflit. Israël est un pays qui a été créé par la guerre. Je vous rappelle que la résolution 181 de l'Assemblée générale des Nations unies de novembre 1947, qui avait ouvert la possibilité à la création d'un État, à l'époque on parlait d'un État juif et d'un État arabe en Palestine, cette résolution prévoyait que l'émergence d'un État à deux peuples ou de deux États ou pour deux peuples, que cet État devait être constitué par référendum, donc à travers des processus démocratiques et
en respectant le droit d'autodétermination des peuples. Voilà, ça c'était le principe qui était énoncé, qui sont d'ailleurs des principes de la Charte des Nations Unies, qui était énoncé dans la résolution 181. Israël, dès 1947, enfin on ne parle pas encore d'Israël à ce moment-là, on devrait parler des Juifs. Les Juifs, en 1947, ont pris cette résolution comme étant une autorisation de prendre des territoires. Et ils ont occupé les territoires. La carte qu'on a souvent des propositions qui avaient été faites en annexe de la résolution des Nations Unies n'étaient pas les territoires qui ont été attribués aux Israéliens. Les Nations Unies n'ont jamais donné un seul mètre carré à Israël. Les Nations Unies n'ont pas cette autorité, ne serait-ce qu'en vertu du droit d'autodétermination des peuples. Donc ça ne peut pas être une instance basée à New York ou ailleurs qui détermine l'attribution des terres. Donc ça devait se faire, et comme je l'ai dit, démocratiquement. Mais sachant qu'ils étaient minoritaires sur le territoire, les Juifs ont préféré prendre ces territoires par la force, et on peut dire que Israël est un pays qui n'a jamais respecté les résolutions qui ont été faites, même d'ailleurs pour lui à la base, premièrement. Deuxièmement, c'est un pays qui a été créé uniquement par la guerre. Chaque mètre carré d'Israël a été pris illégalement. Voilà, ça c'est ce qu'on peut dire. Et même les frontières d'Israël n'ont jamais été définies, et ça on le sait parce que la veille de la déclaration d'indépendance d'Israël, le 14 mai 1948, donc le 13 mai, il y avait eu cette discussion au sein du comité qui prônait l'indépendance d'Israël, dont faisait partie évidemment Ben Gourion, et on le sait à travers les mémoires de Ben Gourion, qu'il a été discuté de savoir si on devait fixer les frontières d'Israël. Or, le comité a décidé que les frontières d'Israël ne devaient pas être définies. Et depuis 1947, enfin 48, Israël n'a pas de frontières définies. Donc, qui est d'ailleurs un critère pour définir l'existence d'un État. Hein. Donc, on pourrait presque dire que les territoires palestiniens sont mieux définis que le territoire d'Israël. Donc, légalement, on pourrait presque dire que les territoires occupés par Israël, les territoires occupés, les territoires palestiniens occupés, ont plus de légitimité que Israël lui-même. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand vous lisez la littérature arabe, on parle toujours de l'entité temporaire quand on parle d'Israël. Parce que c'est un pays qui n'a jamais défini ses frontières, malgré les différentes injonctions des Nations Unies qui lui ont demandé de préciser ses frontières. Et on l'a vu récemment d'ailleurs avec les déclarations de Netanyahou qui disaient que la Syrie appartenait à Israël, le Sud-Liban appartient à Israël, les territoires occupés palestiniens appartiennent à Israël, etc., etc. Donc on voit que c'est un pays qui s'est créé par la guerre, qui s'est agrandi par la guerre et qui s'est affirmé par la guerre. C'est un des rares pays du monde qui a jamais été, qui n'est associé à aucune démarche constructive pour un développement régional ou des choses comme ça. C'est vrai. Ça, oui, c'est le seul pays du monde. Aucun pays n'a ce palmarès, ce triste palmarès. Au prétexte que tout le monde les rejette, évidemment, comme toujours. Oui, mais tout le monde les rejette parce que dès le départ, ils n'ont jamais respecté les règles qui leur ont été fixées. On rappelle que même dans la déclaration Balfour, d'ailleurs c'est ce qu'a invoqué très récemment le ministre des Affaires étrangères britannique pour justifier la reconnaissance de l'État de Palestine, qui va se dérouler très prochainement à l'Assemblée générale des Nations Unies, Monsieur Lamy a déclaré que dans la déclaration Balfour, il était prévu que la création d'un foyer juif en Palestine ne devait pas porter préjudice aux populations non juives, sous-entendu chrétiennes, mais aussi musulmanes qui existaient dans la région.
Donc c'était une condition qui avait été établie par la déclaration Balfour en novembre 1917 déjà, alors qu'en plus on pourrait discuter parce que les Britanniques n'avaient aucune autorité sur ce territoire à ce moment-là, pas plus qu'ils n'en ont eu plus tard d'ailleurs pour donner ce territoire. Mais les Israéliens aiment bien évoquer la déclaration Balfour. Très bien, mais dans cette déclaration, il était déjà prévu que l'installation d'un foyer juif ne devait pas porter préjudice aux autres communautés. Et comme je l'ai dit plus tard, en 1947, il était prévu que l'installation d'un territoire, enfin la répartition des terres, parce que en 1947, les Palestiniens les Arabes, devrait-on dire, c'est le texte qui est dans la résolution, on parle des Arabes, pas des Palestiniens, mais les Arabes, parce que les Palestiniens, à l'époque, en 1947, les Palestiniens, c'était à la fois les Juifs et les Arabes. Il ne faut pas oublier que la Palestine était un État, a parfaitement été un État, qui était sous tutelle britannique. Et quand on parle, et c'est la raison pour laquelle la résolution en 1981 ne parle pas de Palestiniens, parce que sur le territoire de Palestine vivaient à la fois des Juifs et des Arabes. Et donc que, par exemple, Golda Meir était palestinienne, en réalité. Donc, pour faire la distinction entre les deux, dans la résolution, on parle de Juifs et d'Arabes. Et les Arabes en Palestine en 1947 souhaitaient avoir un État dans lequel vivaient les deux communautés en harmonie. D'ailleurs, c'est toujours la position du Hamas aujourd'hui. C'est exactement cette position-là qui était la position des Arabes de 1947. Mais les Juifs voulaient leur territoire, c'est-à-dire un territoire qui soit exclusivement juif. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui, quand on parle de l'État d'Israël, on parle de l'État juif. Ça a été d'ailleurs entériné dans une des lois fondamentales de l'État d'Israël. Je rappelle qu'il n'y a pas de constitution en Israël, il y a une série, un corpus de lois fondamentales dans laquelle il est défini que Israël est un État juif. Donc c'est la terminologie qui avait été adoptée à l'époque. Donc les Israéliens voulaient leur État, et c'est la raison pour laquelle, pour éviter un référendum qui aurait sans doute donné raison aux Arabes, et on aurait eu dans ce cas un État où les deux communautés auraient vécu en bonne intelligence, ce qui à mon avis aurait été la solution la plus habile à ce moment-là, puisque Juifs et Arabes, dans tous les autres pays, c'est toujours déroulé de manière très pacifique, n'est-ce pas? C'est quand on a introduit les Juifs venant d'Europe, parce que en réalité, quand vous regardez aujourd'hui, d'ailleurs même la grande majorité des Juifs en Israël sont en réalité des Européens qui n'ont strictement aucun lien, je dis bien aucun lien avec le Moyen-Orient à la base. Bien sûr. Ils sont totalement originaires d'Europe centrale. D'ailleurs, la région de Pologne et d'Ukraine, on retombe là-dessus. C'est pour ça que les Russes aujourd'hui sont un peu méfiants, parce qu'on a exactement la même mentalité, c'est exactement la même culture qu'on a chez Zelensky et Netanyahou, c'est les mêmes personnages. Et par conséquent, quand on a introduit ces gens au Moyen-Orient, ces gens ne sont pas habitués à la coexistence. Les Arabes et les Juifs qui vivaient sur le pourtour de la Méditerranée, dans tous les pays de manière pacifique, pendant des années d'ailleurs, pendant des siècles, toute cette coexistence pacifique s'est en fait complètement détruite lorsque, en 1948, on a importé, enfin avant 1948, puisqu'il y a eu déjà dès les années 20 et surtout les années 30, depuis l'avènement du nazisme en Allemagne, on a eu tous ces juifs européens qui sont arrivés au Moyen-Orient, et c'est eux qui ont été le vrai problème, parce que eux, ils ne sont pas du tout habitués à la coexistence. Et ils ont apporté cette habitude européenne qui est très exclusive. Je vous rappelle que quand il y a eu les seuls endroits où il y a eu des problèmes entre juifs et autres communautés sur le pourtour de la Méditerranée, ça a été évidemment, en Espagne, qui était un territoire arabe depuis très longtemps,
où tout s'était bien passé pendant des siècles, mais c'est lorsque les catholiques ont voulu reprendre l'exclusivité du territoire, qu'ils ont chassé d'une part les musulmans, c'est la première chose, l'Espagne qui était El Andalus pour dans l'empire musulman, ils ont chassé les Arabes et ils ont chassé aussi les Juifs, n'est-ce pas? Et c'est d'ailleurs les Turcs à l'époque, lorsque les Juifs ont été expulsés d'Espagne, ce sont les Turcs et le sultan de Constantinople qui a envoyé sa flotte pour venir récupérer les réfugiés juifs. Et ce qui montre que la relation sur le pourtour de la Méditerranée entre juifs et arabes a toujours été bonne avant que les Européens s'en mêlent. Ce sont les Européens qui ont toujours été les fauteurs de troubles. Et aujourd'hui, en Israël, c'est exactement la même chose. Ce sont les Européens qui sont le problème. Les Juifs autochtones, parce qu'il y a toujours eu des Juifs en Palestine, qui vivaient depuis très longtemps, d'ailleurs, ne sont pas ceux-là qui ont causé les problèmes. Ceux qui ont causé les problèmes sont ceux qui étaient les Juifs issus du sionisme, qui est une doctrine politique européenne à la base. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, cette situation qu'on a aujourd'hui. Et d'une certaine manière, on voit à chaque étape de ce conflit palestinien cette situation toujours plus désastreuse dans laquelle Israël se place. On a l'impression qu'ils font tout pour être pas seulement détestés, mais profondément méprisés. La récente attaque avec des drones contre la flottille pour la paix, etc. Les différentes les interceptions qui ont eu lieu en eau territoriale d'ailleurs, en eau internationale, la fois passée avec cette flottille de la paix par les Israéliens. Toutes ces mesures prises par Israël, à chaque étape, tendent à démontrer ce côté, sans foi ni loi, oui, parce que c'est un peu de ça qu'il s'agit, des Israéliens par rapport au droit international. Et c'est d'autant plus frappant que en 1949, lorsque Israël a porté acte de candidature pour faire partie des Nations Unies, c'était une année après sa déclaration d'indépendance, le Conseil de sécurité a imposé à Israël de faire une déclaration selon laquelle Israël s'engageait à respecter le droit international pour être membre des Nations Unies. Et aujourd'hui, il y a de nombreuses études qui ont été faites d'ailleurs depuis octobre 2023 pour savoir si Israël méritait toujours d'être au sein des Nations Unies, parce que le membership, la participation aux Nations Unies était conditionnée pour Israël par son respect du droit international. Donc le fait que, le droit international humanitaire, je devrais dire plus exactement, et le fait qu'Israël ne respecte pas ces conditions pourrait être un motif d'expulser Israël des Nations Unies. Et donc, on a l'impression qu'Israël fait tout pour se trouver dans cette situation-là. Alors, on en est encore loin parce qu'évidemment, il y a toujours le veto des Américains et puis des petits pays, de ces micro-pays du Pacifique qui sont les vassaux attitrés des Américains, mais il y a aussi les vassaux les vassaux qui s'ignorent en quelque sorte, comme les pays européens. Mais néanmoins, on pourrait arriver dans une situation où Israël pourrait être expulsé des Nations Unies. Et en tout cas, les critères juridiques seraient là pour l'expulser des Nations Unies.